Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui cet ouvrage au titre conspirationniste avant l'heure, puisque le conspirationnisme, le terme et le concept ont été inventés au XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, on va dire, ou au milieu du XXe siècle. Donc on a une conspirationniste avant l'heure qui dénonce le système copernicien comme une hérésie scientifique. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Fanny Pierrel, qui écrit en 1926 « Hérésie scientifique, on nous trompe, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Système Veuve Pierrel ». C'est un livre que ma maman, a trouvé dans une brocante, et donc, enfin voilà, qui est en ma possession et que j'ai numérisé pour vous. Je vous en lis la préface. Mon grand âge, joint à l'état précaire de ma santé, me fait pressentir une fin peu éloignée. J'aurai la tristesse de laisser mon œuvre inachevée. 26 ans passés d'efforts et de travaux incessants n'ont pu arracher mes contemporains à leurs croyances stupides et ridicules relatives au système de Copernic. La France, ma patrie désemparée, meurtrie, anémiée par les blessures de la Grande Guerre, en proie à la violence des passions qui la divisent, tout à la convoitise des seules jouissances matérielles, est incapable dans l'état d'esprit actuel de se livrer à l'étude des hautes questions scientifiques et philosophiques. C'est donc avec un profond découragement que je livre une dernière fois ma découverte astronomique au capricieux et problématique hasard de la destinée des choses de ce monde. Je la place sous la sauvegarde des savants indépendants, des hommes d'élite qui pourront la comprendre et qui auront l'autorité nécessaire pour l'imposer aux générations futures quand ils en auront reconnu la véracité. Cluny, le 1er août 1926, Veuve Fanny Pierrel. Je dédie cet ouvrage à mes enfants et petits-enfants qui ont l'avenir devant eux, ce sera leur héritage. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir l'autorité d'imposer le système Pierrel aux générations futures, mais en tout cas, simplement, maintenant on a l'occasion de tous le lire. Dans une première partie, elle explique pourquoi le système de Copernic lui semble absurde, tout autant que le système de Ptolémée, puisqu'elle nous expliquera en fait que le système héliocentrique et le système géocentrique sont tous les deux erronés et que les mouvements des astres que nous voyons ne sont pas réels mais apparents. Tout cela est traduit par un schéma qu'on trouve au milieu de l'opuscule, avec la situation de la Terre au solstice d'été et au solstice d'hiver. C'est une Terre sphérique aussi, à l'intérieur d'une sphère céleste. Je vais directement passer à la deuxième partie, vous laissant lire les détails scientifiques de son système, qui demandent beaucoup d'attention, qui demandent vraiment qu'on pose les yeux sur ces pages. La deuxième partie, par contre, s'appelle réquisitoire, et ça, c'est assez facile à comprendre, puisque, comme dit l'Ecclésiaste dans la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il se passe au début du XXe siècle se passe toujours au début du XXIe siècle, pour ce qui concerne l'autorité et l'autorité des sciences. Deuxième partie. Ma résidence actuelle est à Cluny, Saône-et-Loire, où je suis née le 21 janvier 1850. Étant arrivée à la sénilité, et la mort pouvant me surprendre d'un jour à l'autre, je ne veux pas emporter dans la tombe le secret de mes lignes, et puisque j'ai réclamé en vain le concours des astronomes, qui ont toujours fait la sourde oreille à mes appels réitérés, se sentant à n'en pas douter dans l'impossibilité d'opposer une théorie acceptable
à la logique de mes objections, je m'adresse aujourd'hui aux savants indépendants, chercheurs de vérité, aux présidents de sociétés savantes, aux doyens de facultés, hommes de savoir et d'expérience, aux chefs d'État qui doivent être soucieux de la valeur intellectuelle de leur peuple, aux anti-coperniciens qui, comme moi, sont choqués de l'incorrection du système actuel. Je pourrais, à leur requête, avec un petit appareil de fortune que j'ai imaginé, faire passer sous leurs yeux la formation des lignes que je voudrais soumettre à leur savante appréciation. Ils auraient peut-être plus d'autorité que moi. En me servant d'une phrase de M. Léon Daudet qui rend bien la pensée, plus d'autorité que moi pour faire connaître les erreurs consignées dans des traités d'aspect sérieux, couronnés par les académies, mais déjà universellement considérés comme des calembredaines. Ce n'est pas sans raison qu'on les a retranchés des programmes de l'enseignement supérieur. Quant à moi, je n'ai plus rien à espérer après plus d'un quart de siècle de luttes incessantes. Je tiens seulement à signaler dans ce petit opuscule la conduite incorrecte et malveillante dont j'ai été l'objet de la part de ceux qui se parent du titre pompeux d'astronome, et qui ne sont pour la plupart que des plagiaires ignorants et présomptueux qui redoutent la lumière, comme tous les oiseaux de nuit. J'ai passé les premières années de ma vie au sein des splendides beautés de la nature. Dès mon âge le plus tendre, j'ai senti en mon âme une vocation très prononcée pour l'astronomie. Tout enfant, dans la propriété de mes parents, je m'attardais le soir des heures entières à regarder le ciel, que je trouvais si majestueusement paré, avec ses lucioles brillantes et mystérieuses. Plus tard, sur les bancs de l'école, j'éprouvais un réel plaisir à suivre les cours de cosmographie. Déjà, je pressentais que les données sur lesquelles s'étaye le système de Copernic n'étaient pas l'expression de la vérité. Mais je ne cherchais pas encore à comprendre autre chose que ce que l'on nous enseignait. Puis la vie s'empara de moi, avec ses nombreux devoirs professionnels et autres. Mes années de jeunesse furent entièrement consacrées aux rigoureux devoirs d'épouse et de mère. Ce n'est qu'en 1901, après mon veuvage et l'établissement de mes 6 enfants, que je pus consacrer mes rares heures de repos à ma passion astronomique. Je ne fus pas longue à trouver l'erreur, mais la faire reconnaître était là la vraie difficulté. J'avoue qu'au début de mes travaux, tout en concevant très nettement l'idée que j'aimais aujourd'hui, je sentais que je l'expliquais mal, d'une façon trop vague, trop floue, sans ligne géométrique, ce qui pouvait laisser subsister une certaine méfiance dans les esprits préconçus. C'est alors que je réclamai le concours des astronomes, les suppliant pour l'amour de la vérité de m'aider de leur savoir, de leur lumière, de leur expérience. Sans songer dans ma candeur naïve, avec la foi que j'avais dans la science et dans ceux qui s'en disent les dépositaires, que je me livrais non seulement à mes pires ennemis, mais à ceux de la science et du progrès, qui auraient révélé leur incompétence, pour ne pas dire leur incapacité notoire en matière d'astronomie. Que ces hommes vénaux et sans conscience n'ont pas d'autre souci de conserver leur mirifique sinécure. Ils se seraient bien donné garde de rénover un système qui leur procure, sans la moindre peine, de si précieux avantages. C'est à la fin de l'année 1901 que je me présentai à Monsieur Flammarion, grand maître de séance, un spécimen de ma première réfutation du système de Copernic, en le priant de le communiquer à la Société astronomique de France.
Mon système, quoique présenté à cette époque d'une façon très élémentaire, avait paru l'intéresser. Il avait trouvé l'idée ingénieuse et m'avait promis de l'étudier en me donnant l'assurance de me faire connaître son appréciation, ce qu'il n'a jamais fait malgré mes pressantes sollicitations. Et j'interromps un instant la lecture pour faire une parenthèse sur Camille Flammarion. Camille Flammarion, c'est un astronome français donc de cette époque, du début du XXe siècle, mort en 1925, qui était une sorte d'Étienne Klein de l'époque, ou d'Aurélien Barraud de l'époque, c'est-à-dire un vulgarisateur du système copernicien et du système d'Einstein aussi. Et un peu comme les autres aussi, il a des côtés mystiques et spirites dans son œuvre. Je reprends la lecture de l'opuscule de Fanny Pierrel. Parlant de Camille Flammarion. Toutefois, pour me donner une légère compensation, il proposa mon admission à la Société astronomique. C'est lui qui me servit de parrain, avec Monsieur Henri Poincaré, président de cette société. On pensait sans doute que je me contenterais de cette distinction honorifique, mais j'étais trop sûre de mes lignes et de l'erreur que je combattais. N'ayant travaillé que pour la science et la vérité, j'ai demandé par écrit à faire mes démonstrations en séance astronomique. Les hommes et le lieu étant bien choisis en l'occurrence, il ne m'a été fait aucune réponse. Quand j'ai prié M. Flammarion de faire insérer au bulletin astronomique un extrait de ma réfutation, il m'a fait savoir par son secrétaire particulier, M. Touché, que le comité de rédaction s'y opposait. En me donnant pour raison que l'on ne pouvait plus toucher au système de Copernic scellé et reconnu exact depuis plus de 300 ans. Comme si le temps était pour quelque chose dans la balance, quand il s'agit de rectifier une erreur aussi flagrante que celle qui frappe l'esprit quand on veut se donner la peine d'approfondir l'extravagance de ce système. N'avait-on pas attendu 14 siècles avant de renverser celui de Ptolémée, qui selon moi était bien plus acceptable? Entre-temps, le président de la Société astronomique, M. Henri Poincaré, à qui j'avais livré par écrit le secret de mes lignes, qu'il avait fort bien comprises, en lui demandant la faveur de les discuter verbalement avec lui, refusait obstinément de me recevoir. Je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite déjà sur Henri Poincaré et le problème de la rotation de la Terre. Je mets ça en description de la vidéo. Retour à la lecture de Fanny Pierrel. Alors, j'ai commencé à comprendre que les pontifes d'Uranie ne voulaient pas se déjuger. Et, en perdant leur prestige, se voir chassés du temple sacré où ils trônent en maîtres, en toute quiétude et sans contrôle. J'ai acquis la conviction que la Société astronomique de France, décrétée cependant d'utilité publique, reste indifférente à toute question vraiment sérieuse qui n'émane pas de ses membres militants, et que tout le profit des cotisations est attribué à ses organisateurs, à ses hommes d'équipe, qui se gardent bien de travailler à la recherche de la vérité qui s'impose. Aussi, je m'en suis retirée, après en avoir fait partie de 1901 à 1904. En 1904, Fanny Pierrel quitte donc la Société astronomique de France, à laquelle elle a été invitée par Flammarion et Poincaré. Je reprends la lecture. C'est alors que, désabusés, découragés, comprenant l'impossibilité de soutenir cette lutte titanique sans autre arme que la vérité et la sincérité de mes convictions,
qu'il me serait impossible de trancher d'un seul coup toutes les têtes de l'hydre astronomique, que le mensonge, avec ses travestissements et ses formes multiples de charlatanisme, réussirait bien mieux que ma foi sincère et ma modeste franchise à capter la confiance loyale de ceux qui n'ont ni le temps ni la vocation de regarder le ciel. J'avais pris le parti de laisser tomber ma découverte dans l'oubli, comme tant d'œuvres géniales, qui, pour les mêmes causes, ont eu le même sort. Et pendant 5 ans, je vivais de mes rancœurs, dans cette disposition d'esprit qui annihile toute force et tout courage. Lorsque parut, dans le Lion républicain du 26 juin 1909, à la page littéraire, un article intitulé « Vie à Paris » et signé Parisis. Cet article que j'ai conservé avait été écrit pour mentionner une fête donnée par les astronomes à la Tour Eiffel, à l'occasion du solstice d'été, et se terminait par cette attestation renversante après les procédés ci-devant signalés à mon égard. L'article dit « Aujourd'hui, on a des doutes sur le système de Copernic ou de Galilée. Un savant moderne, l'académicien Poincaré, premier élu ou non, a déclaré que l'on n'avait pas de preuves mathématiques du mouvement de la Terre. Cela ne veut pas dire que l'Inquisition ait eu raison et que Galilée ait mérité sa condamnation. Notre éminent savant a voulu simplement dire que la rotation de la Terre autour du Soleil n'était pas démontrée scientifiquement, et que l'on usait d'une hypothèse, sans doute vraisemblable, mais qui n'est pas vérifiée, pour expliquer un phénomène qui est encore dans le domaine de l'inconnaissable. C'était un ballon d'essai, un cheminement vers mon système, dit Pirel. Quel était l'auteur de cet article, signé Parisis? Je l'ignore, ayant eu l'imprudence d'adresser mes théories à tous les grands manias de l'astronomie. Par leur mutisme obstiné, j'ai compris qu'ils ne voulaient à aucun prix d'une immixtion féminine pour contrôler leurs nombreuses erreurs. Après mon long silence, on pouvait me croire ad patresse, et l'idée que j'avais émise reconnue vraie restait acquise à la société astronomique, qui pouvait en attribuer la paternité à l'un de ses membres les plus éminents. L'indélicatesse de ce procédé me fit sortir de ma torpeur. Ne voulant pas qu'un imposteur, quel qu'il soit, puisse s'attribuer le fruit de mes travaux, de mes efforts, de mes sacrifices pécuniaires et autres, je fis illico imprimer une nouvelle réfutation, beaucoup plus travaillée que les précédentes, et j'en envoyai un spécimen à tous les membres marquants de la Société astronomique, en signalant la date, l'origine de mes découvertes et l'indifférence dont elles avaient été l'objet de la part des grands maîtres contemporains de l'astronomie moderne. Immédiatement après, M. Henri Poincaré se rétractait. Je l'appris de M. Flammarion lui-même, qui mit le document sous mes yeux, et d'après lequel il concluait que sa pensée avait été mal interprétée. On retrouve toute l'histoire de cette polémique dans cet article de pourlascience.fr du 22 juin 2012. Depuis ce moment, le nom et l'adresse des sociétaires ne parurent plus au bulletin astronomique, dans la crainte sans doute que je me misse en rapport avec les plus influents d'entre eux. En effet, depuis cette époque, toutes les démarches que j'ai faites auprès des sociétés savantes ont été infructueuses. Depuis le numéro 28 de la rue Serpente jusqu'au numéro 7 de la rue Ségur, où s'impriment exclusivement tous les documents qui ont trait à l'astronomie, il m'a été impossible de me procurer le moindre renseignement. Mais j'ai su indirectement que l'étude de la science astronomique avait été rayée
des programmes de l'enseignement supérieur. Preuve évidente qu'on la sait fausse, les CQFD étant trop difficiles à expliquer avec les lignes abracadabrantes de Copernic. La crainte commençait à donner de l'inquiétude. Il fallait absolument faire le silence autour de mon nom et isoler l'astronomie des autres sciences, de façon à en faire, pour me servir d'une métaphore qui rend bien la pensée, une île escarpée et sans bord, donc inexplorable, où ces grands manias pourraient régner en maître absolu et faire sur une grande échelle l'élevage des couleuvres que sans vergogne ils expédieraient à leur gré sur l'autre rive, certains qu'elles y seraient toujours bien accueillies. Et de la sorte, tenir à jamais la vérité prisonnière, cadenassée au fond de son puits. Mais je ne me laissais pas décourager, et comme les soldats héroïques, je restai sur la brèche, sans crainte des balles ennemies, n'ayant pas même l'aide morale des miens, qui, témoins depuis 26 ans de l'inanité de mes efforts, et du peu d'engouement que l'on a aujourd'hui pour la science astronomique que l'on sait fausse, me voient avec peine, dans ma situation déjà si précaire, dépenser mon temps, ma santé et mon argent en pure perte. Je me sentais seule, bien seule, et sans moyen d'action, puisque sans fortune. Mais n'importe, quelle que soit ma détresse et les épreuves qui me sont encore réservées, aucun sacrifice ne me coûtera pour assurer le triomphe de la vérité. J'ai de nouveau travaillé sans relâche afin de rendre mon idée plus nette, plus explicite, en un mot plus scientifique, en la matérialisant avec des lignes géométriques dont j'ai acquis la possession parfaite et que je puis vulgariser sans crainte, sachant bien que l'on sera obligé d'en reconnaître la logique dans un temps plus ou moins long, à la confusion des astronomes qui s'en sont si indignement désintéressés. À part Monsieur Flammarion, qui a toujours été avec moi d'une correction parfaite, mais qui n'a pas eu le courage de se déjuger, aucun des grands maîtres de l'astronomie moderne auxquels je me suis adressé n'a voulu m'accorder l'audience que je sollicitais. Presque toutes mes lettres, dont beaucoup recommandées et accompagnées de timbres, pour ne pas obliger ces messieurs à des frais de correspondance, sont demeurées sans réponse. En leur demandant une audience, je prenais tous les frais à ma charge, déplacements, voyages, impressions, etc. Il y avait donc réellement parti pris, mauvaise volonté. Un de nos plus grands imprimeurs parisiens m'avoua franchement que, combattant la science officielle, je ne trouverais pas d'éditeur. Et, en effet, je n'en ai pas trouvé. Toutes mes brochures, sous différentes rubriques, ont été éditées à mes frais et presque toutes cordialement offertes. Et oui, on ne peut pas vendre la vérité, chère Madame Piret. Je reprends la lecture. Plusieurs sociétés savantes m'ont fait des propositions pour faire partie de leur corporation, entre autres, la Société philotechnique. Quelques-uns de ses membres les plus distingués n'ont pas craint de se déranger pour venir écouter mes démonstrations chez leur sympathique président, Monsieur Paté. Tout en reconnaissant la logique de mes lignes, ils m'ont avoué leur incompétence en la matière, en me faisant observer que seule la Société astronomique de France avait caractère pour juger mon travail, et vous voyez comment, par un silence aussi éloquent que significatif, qui ne peut trouver son excuse que dans la crainte où sont nos astronomes d'être obligés de remanier
et corriger toute la cosmographie du système de Copernic, ce qui, en s'aidant de mes théories, ne serait pas un travail bien difficile. En désespoir de cause, et ne voulant rien négliger avant d'asseoir réellement mes convictions au sujet de l'hostilité dont je me sentais l'objet. J'envoyai ma dernière brochure, sous pli cacheté, et recommandée à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Institut de France, section astronomique. Ce pli a été accepté et classé sous le numéro 9346 par délibération de l'Académie des sciences du 24 mars 1924. D'après un paragraphe spécial des statuts, il est dit, parenthèse de ma part, il doit être possible de retrouver ce pli dans les archives avec le numéro qu'on a sous les yeux, pour ceux qui veulent y aller. Donc, le pli qu'elle a déposé, elle l'a déposé comme on s'envoie à soi-même une lettre pour avoir le cachet, pour avoir des preuves, en fait. Puisque dans les statuts de l'Académie des sciences, il est dit que quand on dépose un pli cacheté, l'auteur d'un pli cacheté peut en demander l'ouverture. Cette demande doit être écrite et signée par lui. Le pli est ouvert en séance par le bureau qui, après avoir pris connaissance de son contenu et l'avoir soumis s'il y a lieu à l'examen d'une commission compétente, propose à l'Académie l'insertion dans ses publications de tout ou partie du document ou simplement son placement dans les archives, mention en effet au procès-verbal de la séance et au registre spécial. Donc ça veut dire qu'elle a pris toutes les dispositions pour qu'on reconnaisse officiellement son travail, ne serait-ce que pour qu'il soit critiqué. Je raccourcis un peu, mais tout est expliqué dans le détail. Il n'y a pas eu de réponse qui lui a été faite. Je n'en peux plus douter, la mauvaise volonté est patente, il y a un mot d'ordre, une entente générale pour éviter toute discussion d'où pourrait jaillir la lumière que l'on redoute. Devant ma ténacité si légitime, on ne m'oppose que la force d'inertie, qui est bien la plus terrible. Il ne faut me donner d'armes ni pour ni contre. Aussi, c'est dans un profond sentiment d'indignation que je signale tous ces faux savants à la vindicte publique, car leur responsabilité est grande devant la science, devant l'humanité. Et pour les condamner, ma diatribe ne sera jamais ni trop violente, ni trop sévère. La science astronomique, par ma voix, jette son cri de détresse aux quatre coins cardinaux pour être entendu de toute la terre, et ce cri se résume tout entier dans ces mots accusateurs. Erreur, mensonge, mystification, imposture. Je fais appel à tous les intellectuels et je leur dis, les astronomes nous trompent sciemment. La Terre, pas plus que les autres planètes ne pourrait tourner autour du Soleil sans perdre son centre de gravité. Tous ces astres évoluent sous l'action de ce puissant radiateur au point de l'espace où il les maintient de toute éternité. On aura la preuve de ce que j'avance le jour où l'on voudra expérimenter les lignes géométriques que j'ai découvertes et que je lègue à la postérité. Avec leurs connaissances techniques, les savants, les marins, les explorateurs pourront corriger les trop nombreuses erreurs auxquelles a donné lieu l'application du système de Copernic. Tandis qu'avec le mien, il n'y aurait plus ni surprise, ni méprise, en graduant chaque jour sur les méridiens les différences de latitude d'un même lieu, en plus ou en moins pour chaque hémisphère, de 6 mois en 6 mois, jusqu'à concurrence de 46 degrés 54 minutes, ce qui donne
16 minutes par jour en chiffreront, on saurait toujours à quelle distance l'on se trouverait des pôles et de l'équateur terrestre, qui, par la marche oblique des secteurs terrestres autour de l'axe du monde, sont dans un état de déplacement constant. Ce travail simplifierait extraordinairement les calculs d'orientation auxquels donnent lieu les voyages au long cours et les grandes expéditions pour l'exploration de notre globe. La société géographique, qui possède tous les éléments qui me font défaut pour expérimenter mon système, serait toute désignée pour donner satisfaction à ceux qui travaillent à la recherche de la vérité, qui s'impose absolument dans notre siècle de lumière et de progrès. Je sais d'avance que les résultats seront concluants. Dès lors, l'astronomie, devenue une science exacte, reprendra dans nos écoles la place qu'elle a perdue. Son admirable synthèse sera à la portée de toutes les intelligences. On l'aimera parce qu'on la comprendra. J'ai planté les premiers jalons, donné le premier coup de bélier dans le château branlant des astronomes, et dans la forteresse qu'ils croient avoir si solidement édifiée, en attendant que les générations futures achèvent l'œuvre que j'ai si péniblement commencée. Voici le livre que la Providence, d'autres diront le hasard, a mis entre mes mains. Bonne lecture.